Bonjour à tous, on ouvre cet octogone sur la deuxième guerre de Gaza. On a maintenant une proposition de cessez-le-feu, mais du côté israélien, une tentative de s'emparer de Rafah. Et puis surtout l'information principale, la Cour pénale internationale qui veut émettre un mandat d'arrêt international contre plusieurs politiciens israéliens, dont Benjamin Netanyahou. Comme d'habitude, la presse israélienne en parle sans aucun problème, c'est débattu, les manifestations continuent d'avoir lieu en Israël, notamment concernant les pertes civiles israéliennes et les otages. Bien sûr, de plus en plus aussi concernant les pertes palestiniennes, ça devient discuté en Israël, que de chemin parcouru, parce qu'il y a 6 mois, c'était complètement inenvisageable. Et comme je vous l'explique à longueur de vidéo, en réalité, la politique israélienne est devenue complètement prise en otage de la grande question, la menace. Nous risquons d'être exterminés, et ce n'est pas les Palestiniens qui parlent, ce sont les Israéliens. Nous risquons d'être exterminés, il y a des menaces globales, vraiment, qui peuvent venir d'absolument partout. Et partout, pas seulement donc, géographiquement, mais sociologiquement, technologiquement, que sais-je. Et le politicien qui véhiculera le message qu'il est capable de protéger contre cette menace, virtuelle ou réelle, évidemment, plus elle se réalise, mieux c'est pour sa politique. C'est bien pour ça qu'Haaretz avait déjà dit que l'opération Plomb durci en 2006 était un tract électoral pour Ariel Sharon. Il fallait quand même avoir un certain courage journalistique pour la faire, celle-là. Haaretz l'avait fait. Mais bon, encore une fois, pas donner l'impression que je cite que l'extrême gauche israélienne. Maintenant, vous avez des canards comme le Jérusalem Post, qui est pourtant pas mal pro-Netanyahou d'habitude, enfin, en situation de crise, qui commence aussi à prendre des positions critiques. Alors, je lis la dépêche. Le procureur de la CPI serait sur le point de lancer cette semaine des poursuites contre des hauts responsables israéliens et palestiniens. C'est vrai qu'on oublie de le rappeler, mais en l'occurrence, vraiment pour démontrer son indépendance et son impartialité, la CPI a envisagé de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre des responsables palestiniens aussi, et bien entendu les médias israéliens en ont parlé. Selon le Times of Israel, dans un article publié sur le site Walla, l'analyste Ben Caspit aurait indiqué que Netanyahou subissait, je cite, un stress inhabituel face à la possibilité qu'un mandat d'arrestation soit émis à son encontre et à l'encontre d'autres responsables par le tribunal de La Haye, ce qui entraînerait une détérioration majeure du statut d'Israël dans le monde. C'est tout à fait exact. Et c'est pas seulement intuitu personné que Netanyahou a peur, c'est aussi pour sa position politique, puisque je rappelle que juste avant les attentats du 7, il était à deux doigts d'être mis en examen dans une affaire très grave concernant sa réforme constitutionnelle, enfin sa réforme de la justice en Israël, et qu'aujourd'hui les manifestants veulent aussi sa peau, donc enfin sa peau politiquement bien entendu, on n'est pas à l'époque d'Yitzhak Rabin. Mais ça commence à chauffer, et ça peut être le terrain d'opportunité majeure pour réformer Israël, pour réformer sa politique, ses rapports démographiques entre la plage et la montagne, pour simplifier, la montagne étant conservatrice, de droite et ne faisant pas son service militaire, c'est la Cisjordanie occupée, et la plage, Tel Aviv, Haïfa, étant le cœur économique du pays, qui est évidemment forcé de servir dans l'armée, mais qui s'en passerait bien, sauf quand on lui dit, bien sûr, nous sommes tous menacés, et l'Holocauste 2.0 arrive, donc là, évidemment, il faut se défendre, mais ça, c'est davantage de la narration, puisqu'encore une fois, le Hamas pouvait en aucun cas menacer existentiellement israélienne, de près ou de loin. Et même le Hezbollah ne peut pas le faire. Même le Hezbollah, qui est beaucoup plus armé que le Hamas, ne peut pas, d'une manière quelconque, menacer existentiellement Israël. Mais ce message politique qui est « je suis la personne qui vous protège le plus de la menace existentielle », continue à pouvoir confisquer la totalité de la politique israélienne. Bah là, le billard est en train vraiment de se dégager. Et ça méritait vraiment d'ouvrir l'octogone dessus. Une source gouvernementale israélienne a indiqué que la Haye se concentrait sur une accusation laissant entendre que l'État hébreu a délibérément affamé les Gazaouis, ce qui certes normalement est du ressort de la Cour internationale de justice, mais la Cour pénale de la Haye, enfin qui sont toutes les deux basées à la Haye d'ailleurs, la CPI, elle, peut mettre en examen, demander des mandats d'arrêt internationaux pour des personnes physiques. Alors, la dépêche rappelle à juste raison qu'Israël n'est pas membre de la CPI et ne reconnaît pas sa compétence, mais les territoires palestiniens ont été admis comme États membres, ce qui permet du coup de justifier cette compétence. De toute façon, la CPI a le droit de délivrer des mandats d'arrêt contre des pays qui ne la reconnaissent pas, contre des ressortissants de pays qui ne la reconnaissent pas. Mais en l'occurrence, la Palestine la reconnaît. C'est aussi pour ça que des ressortissants palestiniens sont visés par un mandat d'arrêt international. Les États-Unis ont affirmé lundi n'être, je cite, pas favorables à l'enquête de la CPI sur la conduite de la guerre dans la bande de Gaza. Alors, il est vrai
que Netanyahou a passé beaucoup de coups de fil, son administration a passé beaucoup de coups de fil, et que pour l'instant, ça n'a pas été concluant, ça a juste retardé ce qui semble être inévitable. Et comme toujours, ce sont des personnes au cœur de l'administration israélienne qui ont mis des bâtons dans les roues à Netanyahou. C'est toujours le sujet fascinant de ça. Je vous avais parlé dans un précédent octogone de ce que le plan du Likoud qui préexistait aux attentats du 7 d'évacuer complètement Gaza avait été fuité par des hauts fonctionnaires israéliens, que l'affaire Lavender, le logiciel de ciblage IA qui permet donc de cibler les Palestiniens à Gaza, a été fuité par des militaires, parfois d'actifs israéliens, qui considéraient que c'était inacceptable. Et là, en l'occurrence, vous avez des politiciens israéliens et des hauts fonctionnaires israéliens qui mettent des bâtons dans les roues à Netanyahou quand il tente de demander à Blinken de faire pression sur la Cour pénale internationale pour empêcher toute tentative d'émettre des mandats d'arrêt internationaux. Et puis, vous avez toujours ce deux poids deux mesures qui est fascinant, c'est-à-dire que la CPI n'a pas toujours été très équilibrée, puisque je rappelle qu'elle n'a jamais menacé réellement Tony Blair et George Bush, fils qui pour le coup sont des criminels de guerre au regard du droit international, et qu'elle aurait pu vraiment tout à fait être aussi équitable vis-à-vis d'eux que d'autres individus qui, en l'occurrence, étaient anti-américains, avec lesquels elle avait été beaucoup plus intraitable. Et c'est ça, en fait, c'est que les États-Unis ont été très prompts dans leur histoire récente, enfin, des 40 dernières années, à reconnaître les initiatives de la CPI quand il s'agissait de leurs ennemis, Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, etc. Mais voilà, quand il s'agit de Netanyahou, que même en Israël, certains haut placés voudraient voir inculpé par la CPI et voudraient voir sous mandat, eh bien là d'un coup, la CPI devient une organisation pas crédible. Alors, en quoi c'est important ? Il faut savoir que même pour Vladimir Poutine, et là aussi, je rappelle que quand la CPI avait émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, immédiatement, toute la presse s'en était fait écho, c'était quelque chose de sérieux, la CPI faisait son travail. Et même pour quelqu'un d'aussi puissant que Vladimir Poutine, qui peut être un des 10 personnages les plus puissants sur Terre, avec Xi Jinping par exemple, et certains Américains, eh bien, c'était un peu dangereux quand même. C'est-à-dire que si Vladimir Poutine transitait par un pays signataire, eh bien, ce pays en question était sous l'obligation, de par les protocoles signés, d'arrêter Vladimir Poutine en dépit de son immunité diplomatique. Donc c'est pareil pour Netanyahou. Si jamais ce mandat d'arrêt était mis sur le plan légal, tout pays par lequel il transiterait se trouverait dans l'obligation légale de l'arrêter. Donc c'est quelque chose de sérieux. Maintenant, les États-Unis prêts à des garanties de sécurité à l'Arabie Saoudite si elle se rapproche d'Israël. Toujours, en fait, c'est marrant, hein, c'est l'esprit des accords d'Abraham que les démocrates avaient tellement critiqué. Blinken fait pareil. C'est-à-dire que là, l'approche de Blinken, les États-Unis prêts à garantir la sécurité à l'Arabie Saoudite si elle se rapproche d'Israël, cette approche-là, c'est l'esprit des accords d'Abraham, qui n'était pas pris au sérieux du temps de Trump, lequel Trump est toujours aujourd'hui menacé de prison, notamment pour outrage à magistrat, enfin c'est contempt, donc littéralement mépris de la cour. En France, c'est outrage à magistrat. Donc c'est marrant d'ailleurs parce qu'en France, dans le droit français, c'est la personne, c'est outrage à un magistrat, alors que dans le droit américain, c'est outrage à la cour, qui représente le peuple. Donc Trump est encore sous pression, mais à l'époque en tout cas où il était président, la presse se moquait de son approche pour les accords d'Abraham. Aujourd'hui, Blinken la réplique. Au passage, on avait eu une information assez transitoire qui s'est avérée démentie. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est fausse, mais elle a été démentie. Selon laquelle, ça avait été repris par des journaux grecs, selon laquelle une tentative d'assassinat du prince Mohammed Ben Salman aurait été contrecarrée en Arabie Saoudite. Je n'ai pas vérifié cette information, je sais juste qu'elle a été démentie par la couronne saoudienne. Donc, les États-Unis sont prêts à proposer à l'Arabie Saoudite des garanties de sécurité si elle normalise ses relations avec Israël, a déclaré Anthony Blinken, qui cherche à inciter Israël à accepter l'idée d'un État palestinien. C'est quand même une conséquence diplomatique majeure du 7, l'idée d'accepter un État palestinien, ce qui était totalement considéré comme une trahison depuis 30 ans en Israël, et évidemment dont l'intégralité du fonctionnement du Likoud tournait autour de l'abolition de cette perspective. L'administration du président Biden, tout en soutenant Israël, a fait miroiter à ce pays une normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite, ce qui pourrait changer la donne dans la région.
le royaume du Golfe étant le gardien des deux lieux saints, des deux lieux les plus saints de l'islam. Donc Médine et la Mecque, mais le troisième étant le Dôme du Rocher, dont j'insiste, Obeida, allié du Hamas, a fait savoir que l'opération déluge d'Al-Aqsa était liée, donc les attentats du 7, étaient liés à des rumeurs étayées de tentatives de détruire le Dôme du Rocher et la mosquée d'Al-Aqsa. Pour établir des relations officielles avec Israël, l'Arabie saoudite devrait insister sur la création d'un État palestinien et sur des garanties de sécurité de la part des États-Unis. Donc c'est très impressionnant de voir à quelle vitesse le billard, je préfère même dire billard que échiquier, parce qu'il y a tellement de chaos. Un échiquier, il n'y a pas de hasard. Enfin, le seul hasard dans un échiquier, c'est la tête. C'est la tête du joueur d'échecs qui est censé abolir un maximum le hasard, qui est censé ne pas se laisser avoir par ce qu'il a bouffé la veille ou les nouvelles qu'il a eues le matin même. Mais ça, au Moyen-Orient, c'est pas le cas. C'est pas un échiquier, c'est un billard. Vous avez une boule qui se lance. Certains pensent qu'en un rebond, ils vont atteindre tel ou tel objectif. Typiquement, Netanyahou, quand il disait ouvertement ceux qui sont contre la solution à deux États devraient favoriser le Hamas, et ben en fait, la bille peut rebondir de façon imprévisible. Et ça donne cette situation. Aujourd'hui, jamais la solution à deux États n'a été plus discutée. Et d'ailleurs, bien entendu, pour des détails un peu anecdotiques, elle est en tendance sur Google Trends. C'est-à-dire que quand vous regardez les mots-clés recherche Two-State Solution, bah vous voyez évidemment que ce mot-clé est en tendance sur Google Trends. Donc, c'est pas du tout anodin parce que, comme disait la charte de l'UNESCO, la charte de l'UNESCO reconnaît que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être construites les barrières de la paix. Eh bien, c'est dans l'esprit des hommes que la diplomatie, commence. Et en l'occurrence, le fait que beaucoup de gens parlent de la solution à deux États dans les deux camps et dans les camps des alliés est vraiment très bon signe. En Iran, Khamenei critique les efforts de normalisation avec Israël. Alors c'est là souvent aussi des paroles verbales, comme disent les Marseillais, parce que l'Iran a toujours une relation très complexe avec Israël. Je rappelle que bien sûr, avant la révolution islamique, sous le Shah était un allié d'Israël par la force des choses, contre l'Arabie saoudite, contre les États socialistes pro-soviétiques dans le monde arabe, qui étaient bien sûr contre les monarchies. Or, le Shah était un souverain. Et le programme nucléaire iranien, qui était soutenu par les États-Unis, était aussi vu favorablement par Israël. Et oui, que de chemin parcouru. Bien sûr, le Shah avait cristallisé beaucoup de haine contre lui, parce qu'il était son arrivée au pouvoir absolu, pas au pouvoir représentatif, un chef d'État comme la couronne d'Angleterre, quoi, avait été provoqué par l'opération Ajax, voulue notamment par la CIA, enfin réalisée par la CIA et British Petroleum. Et la SAVAK, la police secrète, torturait la population iranienne. Et deux partis pouvaient prendre le pouvoir en Iran, les fondamentalistes chiites, donc les ayatollahs, ou les marxistes. Et les États-Unis, à l'époque, avaient préféré la peste au choléra en ce qui concernait leurs relations internationales, et avait très très discrètement soutenu quand même les ayatollahs. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a déclaré que les efforts en cours visant à inciter des pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël ne résoudraient pas la crise au Proche-Orient. Certains pensent qu'en forçant les pays voisins à normaliser leurs liens avec Israël, le problème sera résolu, a dit Khamenei lors d'un discours à Téhéran. Il se trompe, a-t-il ajouté. Ces déclarations interviennent quelques jours après que les États-Unis se sont dit prêts à proposer à l'Arabie saoudite des garanties de sécurité si elle normalisait ses relations avec Israël. Donc, là aussi que de chemin parcouru, parce qu'il y a un an, j'évoquais le fait que l'Arabie saoudite et l'Iran normalisassent leurs relations, et ceci sous le leadership de la Chine et de la Russie en sous-main, que c'était profondément historique et ça l'était, et que les États-Unis allaient réagir, c'était inévitable. Qu'est-ce que l'on voit là ? Les États-Unis qui cherchent à ramener l'Arabie saoudite dans leur giron, avec peut-être une approche à la Theodore Roosevelt. C'est Theodore Roosevelt qui disait « marche doucement, mais emporte toujours un gros bâton ». Le gros bâton, ça pourrait être ce que les États-Unis avaient fait avec Erdogan en Turquie, c'est-à-dire une tentative de coup d'État dont le but était de l'assassiner. Je rappelle que l'opposant principal à Erdogan était aux États-Unis jusqu'à récemment. Et l'approche de la CIA serait la même avec l'Arabie saoudite, c'est-à-dire avoir soit des contacts à l'intérieur du pays, soit des exilés qui pourraient prendre le pouvoir si jamais la CIA détrônait par des moyens violents, ça va de soi, Mohamed Ben Salman, enfin son père, mais Mohamed Ben Salman.
et le faire savoir à Mohamed Ben Salman. Voilà, on est capable de te faire sauter. Mais les Russes ont apporté tout de même des garanties. Je pense que jamais MBS ne se serait lancé dans la dédollarisation. Je rappelle que récemment, sur un podcast, je ne sais plus lequel, on a un ancien ministre algérien qui avait dit on ne touche pas au dollar. Il avait même laissé entendre, cet ancien ministre algérien, que la mort de Boumedienne aurait été pas due à la maladie. Il avait une maladie étrange que personne ne connaissait, puis il est mort rapidement alors qu'il était en train de commencer à dédollariser les échanges pétroliers. C'est vrai que dans les années 70 jusqu'à 2000, même jusqu'à 2010, c'est dans les années 2020 que c'est devenu faisable, mais jusque dans les années 2010, quiconque tentait de dédollariser était un mort-vivant. Et en effet, là, MBS a tenté parce que les Russes lui ont donné des garanties. Est-ce que MBS pourrait se retourner comme la géographie turque préside à sa géopolitique et fait que Erdogan ne peut pas être pro-russe? Les conflits territoriaux, les intérêts nationaux russes et turcs sont tellement recouvrants, tellement compliqués, que c'est impossible à la Turquie intrinsèquement d'être pro-russe. Mais quand les Russes l'ont sauvé physiquement avec la tentative de coup d'État de la CIA, bien sûr, ça l'a rapproché d'eux, alors qu'ils continuaient d'armer les Ukrainiens par ailleurs. L'Arabie saoudite, de par sa géographie, a la même problématique que la Turquie. Elle n'est pas aussi versée dans la politique internationale que la Turquie, qui est quand même la sublime porte, l'ancien empire ottoman. La Turquie est une superpuissance diplomatique depuis des siècles. Et malgré sa défaite pendant la Première Guerre mondiale et le charivari qui l'a mené jusqu'à la Deuxième, en réalité, elle a un passé diplomatique et une approche diplomatique de rayonnement jusqu'en Afrique. D'ailleurs, Bernard Lugan en parle très bien concernant le Tchad, qui est extrêmement avancé. L'Arabie saoudite, non. Mais ces enjeux sont comparables. Donc, en tout état de cause, on pourrait s'attendre à ce que l'Arabie saoudite imita la stratégie turque. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire jouer un peu sur les deux tableaux. Tant que l'Arabie saoudite contribue à la monnaie des BRICS, je pense que les Russes s'en foutraient complètement qu'elle joue sur les deux tableaux. Eux aussi ne sont pas les derniers en matière diplomatique. Mais en tout cas, pour l'instant, l'administration Blinken se rapproche de l'Arabie saoudite. Alors, dernièrement, on a vu des escalades de plus en plus graves en Europe concernant le conflit ukrainien, avec une rhétorique nucléaire de plus en plus affirmée, avec des rumeurs ou pas rumeurs et démentis, pas démentis, sur la présence de détachements de la Légion étrangère à Odessa, qui finalement ont été démentis, mais il y aurait quand même une demi-brigade de la Légion étrangère en Roumanie. Bon, en tout cas, l'escalade semble être assez évidente. On a la présidence hongroise qui a fait savoir à Macron qu'elle le considérait comme irresponsable. De toute façon, les relations diplomatiques entre la France et la Hongrie ne sont pas vraiment au beau fixe. Et donc là, je cite, Macron n'est pas sûr de ce que le bouclier antimissile européen protège totalement face à Moscou. No shit, Sherlock, évidemment. Et la raison en est qu'aucun bouclier antimissile ne protège totalement. Pour vous rappeler une petite évidence, quand vous utilisez un produit antiseptique, il y a marqué « protège de 99,9%». Bon. Ce qui signifie donc que si vous avez 1000, alors c'est pas 99,9% de la biomasse bactérienne, encore que, parce que vous avez des résistances aussi, etc., puis des anfractuosités dans les plaies, si vous mettez l'antiseptique, il ne va pas forcément pénétrer. Enfin bon, 99,9%, ça veut dire soit que c'est une espèce sur 1000 qui survit, ce qui reste beaucoup, soit que c'est en termes de biomasse bactérienne. Si vous avez 1 gramme de bactéries, vous avez 1 milligramme qui survit. Et qui, étant des bactéries, peut se reproduire. Eh bien, à la même échelle, si vous voulez, un bouclier antimissile, il n'est pas du tout à 99,9. Pas du tout. S'il est à 70, c'est le bout du monde. Allez, peut-être même 80, c'est le bout du monde. Bon, ça vous fait une belle jambe si vous avez 20% des ogives nucléaires qui ont passé et qui peuvent vous faire du 30 mégatonnes sans problème. Donc oui, il n'y a pas de solution, surtout avec les missiles hypersoniques russes, qui sont en effet très dangereux. Donc Emmanuel Macron, qui s'est dit disposé à étudier la pertinence d'un bouclier antimissile européen, très bien, donc on est en pleine situation d'escalade et il étudie la pertinence, d'accord. Enfin, ça se fait sur 30 ans, un projet comme ça. C'est plus compliqué encore qu'un projet de chasseur de 5e ou de 6e génération maintenant. Donc, c'est pas pendant qu'on est en train d'escalader la rhétorique nucléaire et que
tous les experts confirment qu'on n'a jamais été aussi proche d'une guerre nucléaire totale qu'aujourd'hui, depuis au moins l'exercice Able Archer en 83, lequel nous a mis face à une guerre nucléaire totale de façon plus imminente que Cuba. Hein. C'est moins discuté dans les manuels parce que c'est plus compliqué à expliquer, mais Able Archer était beaucoup plus dangereux que Cuba. Parce que la menace existentielle pour la Russie était beaucoup plus grave que l'avoir mis des missiles en Turquie et les Russes qui mettent des missiles à Cuba. Là, la menace existentielle pour Able Archer était beaucoup plus immédiate et crédible. Et en plus, vous aviez cette tempête solaire donc, qui avait créé un malentendu qui a failli mener à la guerre nucléaire totale. Donc, c'est bien mignon d'escalader la rhétorique d'un côté et de l'autre de dire on est prêt, on est disposé à étudier la pertinence. Non, non. Pour qu'un bouclier soit déployé et qu'il puisse protéger de même 90%, soyons fous, des tirs nucléaires russes, ce qui continuerait à... ce qui ne protégerait pas de l'annihilation de la France, par exemple. Hein. Surtout face au stock nucléaire russe qui est de l'ordre de 1000 têtes. Et bien, enfin, du millier de têtes, pas 1000 en particulier, le millier, 1000 ou 3000, quoi. Alors, je continue. Macron a précisé ne pas être sûr que cela protège totalement face à la Russie, donc c'est complètement tautologique, il n'y a aucune information dans cette déclaration. Plaidant pour une réflexion stratégique en Europe qui intègre aussi la dissuasion nucléaire. Voilà, vraiment c'est de la langue de bois dans le texte, quoi. Hein. Il nous faut une réflexion stratégique en Europe qui intègre aussi la dissuasion nucléaire. Bon, une réflexion stratégique en Europe, il y en a déjà une. Donc très bien, il la faut, mais il y en a déjà une. Qui intègre aussi la dissuasion nucléaire, mais c'est déjà le cas. Aucune réflexion stratégique en Europe ne ferait l'impasse sur la dissuasion nucléaire, c'est évident. Et ce, d'autant plus que là, il parle de l'Union européenne, pas de l'Europe continent. Et donc, le seul pays qui a une force de frappe autonome, c'est la France. Donc, tout ça, c'est du vent, c'est de la répétition. Il n'y a rien de nouveau. Il existe déjà une réflexion stratégique en Europe, et le conflit ukrainien le montre bien, même si cette réflexion est profondément prise en défaut. Mais d'autre part, la dissuasion nucléaire en fait déjà partie. Donc, vraiment rien de nouveau sous le soleil. Dans son discours sur l'Europe jeudi à la Sorbonne, le chef de l'État français a annoncé son intention d'ouvrir avec les partenaires européens des discussions pour bâtir un concept stratégique de défense européenne crédible. Bon, c'est déjà le cas, encore une fois. L'objectif, c'est que le vieux continent puisse se défendre avec ses alliés à chaque fois qu'ils sont prêts à le faire, et seul si nécessaire. Alors, je souligne aussi que non seulement c'est déjà le cas, mais que, en fait, ça reprend complètement les directives que je vous avais évoqué dans le précédent octogone de Foreign Affairs, lequel est l'organe du Pentagone. Donc, c'était pas dans l'octogone, c'était dans ma vidéo sur l'Ukraine où j'expliquais que Foreign Affairs disait l'Europe, mais pas l'OTAN, doit envoyer des troupes pour mourir pour l'Ukraine, ce qui est génial, hein, pour les États-Unis, c'est fantastique. Ils ont fait tuer plein d'Ukrainiens, très bien. Maintenant, on va faire tuer de l'Européen aussi, si possible. Vraiment faire en sorte que ces idiots de peuples fédérés de l'Empire américain meurent pour nous, s'appauvrissent et soient prêts, dans 30 ans, à fusionner avec l'Empire américain de façon plus formelle. C'est parfait. Et ben, un bon petit télégraphiste, Macron est parti spécifiquement dire ça. Et quand on a, par exemple, des médias français qui vont dire, bon, bah voilà, notre chef de l'État est tout à fait crédible, il parle de concepts stratégiques et de grands mots compliqués qui font reluire la ménagère, alors qu'en fait, bon, c'est en partie du vent, et pour l'autre moitié, c'est tout simplement ce qui a été préconisé par Foreign Affairs, qui est repris directement par Emmanuel Macron, ce qui signifie que si vous voulez vous tenir au courant, regardez ce que dit Foreign Affairs, parce que ça sera un meilleur prédicteur de ce que va dire la Macronie que la presse française. Macron s'est de nouveau dit prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne qui comprendrait aussi l'arme nucléaire dans un entretien. Donc, encore une fois, c'est évident, une défense européenne ne pourrait pas ne pas intégrer l'arme nucléaire. Dans un entretien avec de jeunes Européens publié samedi soir par les journaux du groupe EBRA. Depuis le Brexit et à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, depuis le Brexit, la France est le seul des États membres à disposer d'une dissuasion nucléaire, en effet. Alors, l'UE ouvre une enquête contre Facebook et Instagram. Ça, c'est toujours intéressant. La Commission a ouvert mardi une enquête contre les réseaux Meta, soupçonnés de ne pas respecter leurs obligations en matière de lutte contre la désinformation avant les élections européennes de juin. Cette commission a mis en place des outils pour protéger les citoyens européens de la désinformation et de la manipulation par des pays tiers, a souligné personne d'autre que Ursula von der Leyen, laquelle a porté de la désinformation pendant 5 ans sans être trop inquiétée. Si nous soupçonnons une violation des règles, nous agissons.
tout à fait. C'est toujours vrai, mais particulièrement en période d'élection. Bon, von der Leyen est littéralement la dictatrice qui avait fait interdire RT et Sputnik sans aucun vote des peuples à l'échelle de la totalité de l'Union européenne. C'est quand même très impressionnant. La première enquête formelle portait également sur des risques liés à la désinformation. Elle avait été initiée le 18 décembre contre le réseau X, donc l'ex-Twitter, pour des manquements présumés en matière de modération des contenus et de transparence. Le règlement sur les services numériques s'applique depuis fin août aux plateformes en ligne, les plus puissantes comme X, TikTok, ainsi que les principaux services de Meta, Facebook, Instagram, Apple, Google, Microsoft ou Amazon. Au total, 23 des très grands acteurs de l'Internet, dont les sites pornographiques, donc Pornhub, Stripchat et Xvideo, ont été placés sous la surveillance directe de la Commission européenne, qui a recruté plus d'une centaine d'experts à Bruxelles pour assumer son rôle de gendarme du numérique. Alors, cependant que sur la pédophilie, ils n'ont pas été particulièrement reluisants là non plus. Mais là aussi, je vous ai dit dans la dépêche précédente que Macron, en fait, se contentait de suivre ce que Foreign Affairs avait décrété. Eh bien là, la Commission européenne, certes, va mettre un peu la pression sur Meta aussi, mais en fait, la vraie cible de ce grand projet, c'est TikTok. Et le but est de mettre une pression maximale sur TikTok au moment où les Américains le font aussi. La France fait partie des pays qui ont adopté en mars 2020 les règles de confinement les plus strictes pour lutter contre la pandémie de Covid-19. L'historien et sociologue Nicolas Mariot s'est interrogé sur cette expérience d'obéissance de masse. Donc oui, enfin, 5 ans plus tard, après un terrorisme intellectuel absolument insupportable, vous avez le journal du CNRS qui publie un entretien avec un sociologue, auteur du livre L'attestation, parce que oui, quand même, se signer des attestations de sortie, et qui dit que vous rappelez vraiment les absurdités, les rayons culottes fermés, les plages dynamiques, le café assis, enfin, tout ça soutenu par des gens qui se disaient médecins et par des gens qui se disaient scientifiques. Et c'était de la bullshit, de la foutaise complète. C'était des dérives sectaires abominables. 5 ans plus tard, après le terrorisme intellectuel majeur qu'a subi Didier Raoult, qu'a subi le professeur Perron, qu'a subi Alexandra Orion-Côte, qu'ont subi tous les résistants de cette époque, et Marc Doyer, qu'on salue, qui est quand même un héros, plan, de la même façon que vous aviez un pauvre complément d'enquête un peu tiède qui disait « Ah oui, quand même, Pfizer, c'est pas bien ce qu'ils font. » Ah bon, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, Pfizer, c'est pas bien, c'est pas très ouf. Hein. Bon, vous savez que votre serviteur s'était pris des attaques toutes les semaines pour avoir été le seul en France à faire la vidéo de référence sur les condamnations de Pfizer et sur le fait qu'on ne pouvait évidemment pas faire confiance à cette société qui était criminelle et meurtrière et qui avait plus de 6 milliards d'amendes payées en ce sens. Eh bien là voilà, après la bataille, c'est vraiment les résistants de 1947. Le journal du CNRS publie un entretien avec cet auteur, donc Nicolas Mariot, auteur de l'attestation. Mais tant mieux, bravo quand même, je veux dire, c'est quand même bien. C'est tard, mais c'est bien. Un bilan sous forme d'enquête consacré au versant coercitif de l'enfermement national. Merci. Pendant 55 jours, les forces de l'ordre ont fait le vide sur l'ensemble du territoire français, notamment dans les espaces naturels que survolaient des drones et des hélicoptères. Et oui, il faut se rappeler ça. Assistés par d'improbables auxiliaires et de nombreuses délations, c'est vrai. D'ailleurs, au Québec, vous avez vu des pancartes interdites aux chiens et aux non-vaccinés. Ça a été dit. Et vous avez eu même des fichiers des Québécois qui disaient « on veut faire des registres ». En France, vous avez eu des commentateurs de presse qui ont dit « il faut mettre les menottes aux poignets des gens qui violent le confinement ou qui refusent de s'injecter la saloperie Pfizer ». Et là, enfin, quelqu'un l'écrit. Enfin, l'écrit dans un organisme d'État, le CNRS. Cette situation où tout le monde, aisé ou pauvre, habitué à donner des ordres ou à en recevoir, était soumis aux mêmes interdits et aux mêmes vérifications, apparaît historiquement singulière. Merci, Nicolas Mariot. L'Agence européenne des médicaments demande une mise à jour du vaccin Covid-19. Tiens, dis donc. L'organisme de surveillance de l'UE a demandé mardi que les vaccins contre le Covid-19 soient mis à jour avant la prochaine campagne de vaccination. Ah, il y aura une prochaine campagne, d'accord. Afin de lutter contre un nouveau variant, bien sûr, les fameux variants dont Karine Lacombe avait dit qu'ils ne pouvaient exister, ainsi qu'un certain ministre de la Santé dont le nom m'échappe déjà tellement il était insignifiant, qui continue de faire des milliers de victimes. Ah oui, tout à fait. Le variant le plus répandu dans le monde est désormais JN1. Et oui, vous ne le saviez pas, mais la presse mainstream le savait. Et il a dépassé la famille XBB, qui est la cible des vaccins les plus récents, a rappelé l'Agence européenne des médicaments,
Dans un communiqué, le groupe de travail d'urgence de l'organisme de surveillance basé à Amsterdam a déclaré qu'il avait recommandé de mettre à jour les vaccins pour cibler ce nouveau variant. Bon, très bien. Et bien sûr, même si le Covid-19 n'est pas une urgence sanitaire mondiale, je cite, le virus continue de circuler, le fameux continue de circuler parce que nous circulons, n'oubliez jamais ça, hein. Ce n'est pas le virus qui circule, c'est nous qui circulons. Combien d'influenceurs ont diffusé cette connerie? Ce n'est pas le virus qui circule, c'est nous qui circulons. Pourquoi c'était une connerie? Parce que vous aviez des réservoirs animaux, des visons, vous aviez donc des mustélidés en général et des chauves-souris aussi. Et que ça, c'était ni vacciné et c'était pas sous confinement. Et ça, c'est donc, ce n'est pas une urgence sanitaire mondiale. Le virus continue de circuler, de se transformer et de tuer, avait mis en garde en janvier l'inénarrable directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Agence européenne du médicament a invité les fabricants de vaccins disposant d'une autorisation de mise sur le marché à la contacter. Bon. Donc voilà, c'est comme un feu de tourbière, hein. Vous pouvez ne pas avoir de flamme, mais ça peut repartir à tout moment. Et on va terminer la version publique de l'Octogone là-dessus.